Le 20 février 1945. Secteur nord, Iwo Jima. Les positions défensives japonaises regardaient d'étranges chars américains approcher à travers les cendres volcaniques. De la fumée noire s'en échappait, non pas à cause de dégâts, mais de quelque chose de différent. La tourelle du véhicule pivota vers un bunker en béton, et là où aurait dû se trouver le canon principal, il y avait autre chose. Un tube modifié, une buse. Puis vint le bruit, un sifflement mécanique comme de l'air comprimé qui s'échappe. L'instant d'après, un torrent de carburant enflammé jaillit sur 150 mètres à travers la cendre volcanique, engloutissant le blockhouse voisin dans une mort épaissie au napalm. Les hurlements ne durèrent que quelques secondes. Les défenseurs japonais se précipitèrent sur les téléphones de campagne pour rapporter ce qu'ils avaient vu. 8 chars Sherman modifiés équipés de lance-flammes, des armes que les défenseurs japonais n'avaient jamais rencontrées, des armes qui allaient transformer la nature du combat dans la bataille la plus brutale de la guerre du Pacifique. Ce que Yamada ne savait pas, c'est que ces machines représentaient des mois de développement secret à la caserne Schofield à Hawaï. Des modifications top secrètes effectuées par des CB de la Navy travaillant jour et nuit. Le mariage de la capacité industrielle américaine avec la nécessité du champ de bataille allait produire ce qu'un commandant de bataillon de Marines appellerait la meilleure arme unique de l'opération. La bataille d'Iwo Jima était entrée dans son 2e jour et les mathématiques de la mort étaient sur le point de changer radicalement. Ces 8 chars allaient être responsables de plus de 30% des pertes japonaises par incinération, une statistique qui hanterait les survivants des deux côtés pendant des décennies. L'armée impériale japonaise avait passé une année entière à transformer Iwo Jima en la position défensive la plus redoutable du Pacifique. 21 km² de roches volcaniques avaient été convertis en une forteresse défiant toute doctrine militaire conventionnelle. Le général Tadamichi Kuribayashi, nommé pour commander la défense de l'île en juin 1944, comprenait avec une clarté cristalline qu'il ne pouvait pas vaincre les Américains. Sa mission était fondamentalement différente, rendre la capture d'Iwo Jima si coûteuse que les États-Unis reconsidéreraient de l'invasion du territoire japonais. Kuribayashi avait étudié les échecs à Saipan, Peleliu et aux Philippines. Les tactiques défensives japonaises traditionnelles, rencontrer l'ennemi sur la plage, lancer des charges banzai massives, s'étaient révélées catastrophiquement inefficaces contre la puissance de feu américaine. Le général prit une décision révolutionnaire qui rompait avec des siècles de tradition samouraï. Il n'y aurait pas de charge glorieuse, pas de guerriers cherchant une mort honorable au combat ouvert. À la place, ces 21 000 hommes combattraient depuis le sous-sol, transformant Iwo Jima en un champ de tir souterrain. En février 1945, les ingénieurs japonais avaient achevé 18 km de tunnels interconnectés avec des plans pour 27 km au total. Les sections achevées atteignaient 7 étages de profondeur dans la roche volcanique. 5000 grottes et chambres souterraines avaient été creusées, beaucoup assez grandes pour contenir 300 à 400 hommes. 1500 positions fortifiées parsemèrent le paysage. Des bunkers en béton aux murs de 1,20 m d'épaisseur, renforcés de tiges d'acier récupérées sur des chantiers abandonnés, couronnaient chaque hauteur stratégique. Chaque position était soigneusement implantée pour offrir des champs de tir croisés. Chaque centimètre de la surface de l'île pouvait être balayé par des canons japonais cachés derrière des portes d'acier qui ne s'ouvraient que pour tirer, puis se refermaient contre les représailles. Le système de tunnel lui-même était une merveille d'ingénierie. Des conduits de ventilation déguisés en formation rocheuse naturelle fournissaient de l'air frais. Des hôpitaux souterrains avec des salles d'opération étaient équipés pour traiter 400 blessés. Des centres de communication enterrés à 25 mètres sous terre coordonnaient les opérations défensives grâce à des kilomètres de fils téléphoniques. Des chambres de stockage contenaient assez de riz, d'eau et de munitions pour un siège de 2 mois. La plus grande structure souterraine sous la colline 382 contenait une chambre de 50 mètres de long sur 20 mètres de large, assez grande pour abriter un bataillon entier. Kuribayashi positionna ses forces avec une précision mathématique.
Le secteur sud autour du mont Suribachi fut désigné commandement semi-indépendant sous le colonel Kanehiko Atsushi, avec 2000 hommes occupant des positions d'artillerie qui pouvaient tirer sur les plages de débarquement. Le plateau nord, où le terrain était le plus favorable à la défense, détenait le gros des forces japonaises, 15 000 hommes sous le contrôle direct de Kuribayashi lui-même. Entre ces places fortes, une réserve centrale de 4 000 soldats pouvait renforcer n'importe quel secteur menacé via le réseau de tunnels. Les Américains savaient qu'Iwo Jima serait difficile. Les rapports de renseignement suggéraient des défenses bien préparées, mais l'ampleur totale de la forteresse souterraine de Kuribayashi resta cachée à la reconnaissance aérienne. 74 jours consécutifs de bombardement avaient largué 6800 tonnes d'explosifs sur l'île. Le bombardement naval avait projeté 22 000 obus sur les positions japonaises. Les planificateurs américains s'attendaient à ce que ces préparatifs aient éliminé la plupart des résistances. Ils prévoyaient que l'île tomberait en 5 jours. Ils se trompaient catastrophiquement. Le bombardement préliminaire avait détruit moins de 200 des 1500 positions fortifiées. Le système de tunnels restait pratiquement intact. La plupart des soldats japonais n'avaient même pas été égratignés par cette démonstration massive de puissance de feu. À la caserne Schofield, à Hawaï, 5 mois avant l'invasion, le colonel George F. Unmack rassembla une équipe qui allait révolutionner la guerre blindée dans le Pacifique. Unmack, un officier de carrière avec 44 ans de service militaire, commandait le projet le plus secret des services de guerre chimique de l'armée américaine dans la zone du Pacifique central. Sa mission ? Développer un système d'armes capable de neutraliser les complexes de grottes et de bunkers japonais qui s'étaient révélés immunisés contre les armes conventionnelles. L'équipe initiale du colonel était petite, juste la 43e compagnie de laboratoire chimique. Mais Unmack comprenait que l'ampleur de sa tâche nécessitait un talent exceptionnel. Il réquisitionna 25 hommes du 117e bataillon de construction navale, les CB, dont le génie mécanique et les compétences pratiques en ingénierie étaient légendaires dans tout le Pacifique. Il ajouta du personnel du 5e bataillon de chars des Marines et de la 81e compagnie d'ordonnance, créant une équipe interarmée unique, unie par un seul objectif, construire une arme qui pourrait brûler les Japonais hors de leur grotte. Dirigeant le développement technique se trouvait le matelot mécanicien de première classe A. Ricker, et le matelot électricien de 2e classe Joseph Kiss. 2 CB dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les gros titres, mais dont l'innovation sauverait des milliers de vies américaines. Ces hommes apportaient une expérience pratique du champ de bataille des campagnes insulaires précédentes. Ils avaient vu des Marines mourir en essayant d'assaillir des positions fortifiées que l'artillerie ne pouvait détruire. Ils comprenaient que le problème n'était pas la puissance de feu, mais l'application efficace de cette puissance de feu contre un ennemi combattant depuis le sous-sol. Le défi était intimidant. Les tentatives précédentes de monter des lance-flammes sur des chars avaient produit des résultats mitigés. Les conceptions initiales de l'armée étaient des modifications de campagne rudimentaires, essentiellement des lance-flammes portables boulonnés sur des coques de chars. Le système canadien Ronson, dont les Marines avaient acquis 30 unités, avait une portée limitée à 55 à 75 mètres avec du carburant épaissi. La capacité en carburant ne permettait que 30 à 40 secondes de feu total. Les armes étaient des cauchemars d'entretien qui fonctionnaient souvent mal au combat avec des taux de défaillance dépassant 40% sur le terrain. La première percée vint avec les conversions de chars légers M3, surnommés Tank Satan. La première création de la 43e compagnie chimique, Hell's Fire, démontra le potentiel du concept, mais révéla des limitations critiques. Le pivotement de la tourelle était limité à 180 degrés. L'élévation du lance-flamme était restreinte. Plus critique encore, le blindage mince du char léger le rendait vulnérable aux canons anti-chars japonais de 47 mm qui étaient l'équipement standard dans les positions défensives. L'équipe d'Unmack avait besoin de quelque chose de mieux. Par des canaux militaires qui atteignaient les plus hauts niveaux, Unmack rapportait directement à l'état-major de l'amiral Chester Nimitz. Ils localisèrent 8 chars moyens
M4A3 Sherman disponibles pour conversion. Ces chars déplaçaient 35 tonnes, propulsés par un moteur Ford GAA V8 de 500 chevaux, avec un blindage allant de 25 mm à 76 mm d'épaisseur. L'armement standard comprenait un canon principal de 75 mm et plusieurs mitrailleuses de calibre 30 mm. Les Sherman avaient prouvé leur durabilité dans les combats en Europe et possédèrent la protection blindée nécessaire pour survivre aux tirs anti-chars japonais. Mais trouver des chars n'était que le début. La véritable innovation vint lorsque Riker et Kiss décidèrent de combiner les meilleurs éléments de 3 systèmes de lance-flammes existants. Le Ronson britannique, le Mark I de la Navy et des conceptions allemandes capturées en Afrique du Nord. Travaillant 24 heures sur 24 dans la chaleur hawaïenne, dormant par équipe à côté de leur équipement de soudure, les CB commencèrent à créer quelque chose de sans précédent. L'arme résultante, désignée CBH-1, Construction Bataillon Hawaï 1, représentait un bond quantique dans la technologie des lance-flammes. L'installation nécessitait 70 kg de baguettes de soudure et 1100 connexions électriques, chacune critique pour le fonctionnement de l'arme. La conversion prenait 1200 heures de travail par char, avec 150 pièces, spécialement usinées par les métallurgistes CB. Chaque conversion coûtait entre 20 000 et 25 000 $, l'équivalent de 360 000 $ en monnaie actuelle. Les spécifications techniques étaient révolutionnaires. Le CBH fonctionnait à une pression de 21 kg par centimètre carré, le triple des conceptions précédentes. La portée maximale s'étendait à 150 mètres avec du carburant épaissi, près de 3 fois la distance des lance-flammes portables. Le mélange de carburant, un dosage soigneusement calibré de gazole, d'essence et d'épaississant napalm développé par le 43e laboratoire chimique, brûlait à 800 degrés Celsius. Le système pouvait maintenir un feu continu jusqu'à 80 secondes, bien que la doctrine recommande des rafales de 2 à 3 secondes pour conserver le carburant et maintenir la précision. Plus crucial encore, le lance-flamme remplaçait le canon principal du char, permettant un pivotement complet de 270 degrés et une élévation de -10 à plus 35 degrés via les systèmes de conduite de tir existants du char. Le tireur pouvait viser l'arme incendiaire aussi précisément qu'un canon conventionnel en utilisant le même périscope et les mêmes commandes. Cette intégration signifiait que les équipages de chars nécessitaient un minimum de formation supplémentaire pour opérer efficacement la nouvelle arme. Mais l'innovation la plus importante était peut-être psychologique. Les CB peignirent les chars modifiés en olive drabe standard des Marines. Pas de marquages spéciaux, aucune indication de leur terrible objectif. Pour les observateurs japonais, ils semblaient être des chars Sherman ordinaires jusqu'au moment où ils ouvraient le feu. À ce moment-là, il était trop tard. Le système de carburant lui-même était une merveille d'ingénierie. Les réservoirs principaux contenaient 1100 litres de carburant épaissi, avec 40 litres supplémentaires de carburant non épaissi pour l'allumage. Un réservoir de pression séparé contenait de l'azote comprimé, choisi plutôt que de l'air comprimé, car l'azote n'entretient pas la combustion si le réservoir était touché. Le système entier était conçu avec de multiples dispositifs de sécurité pour prévenir les explosions catastrophiques qui avaient tourmenté les premiers véhicules lance-flammes. À l'intérieur du bunker de commandement sous la colline 382, le général Kuribayashi avait positionné ses défenses selon des calculs mathématiques précis. Des zones de mort se chevauchaient à des angles spécifiques. Des observateurs d'artillerie cachés dans des trous d'araignée pouvaient diriger le feu sur n'importe quelle coordonnée de grille en quelques secondes. Des nids de mitrailleuses étaient positionnés pour créer des champs de tir croisés qui canaliseraient les forces américaines vers des cibles d'artillerie préenregistrées. La philosophie défensive du général était élégamment simple: conserver les munitions, rester sous terre, faire venir les Américains à vous. Ces ordres permanents, émis à chaque commandant, étaient explicites. Ne mourrez pas avant d'avoir tué 10 Américains. Aucune contre-attaque à grande échelle ne serait autorisée. Chaque soldat avait pour instruction de maintenir sa position jusqu'à être submergé, puis de combattre avec des grenades, des baïonnettes et finalement à main nue. Des calculs simples suggéraient qu'avec 21 000 défenseurs, il pourrait infliger 210 000 pertes, bien plus que la force d'invasion américaine totale.
La doctrine défensive japonaise avait considérablement évolué depuis les premières batailles du Pacifique. Les rapports de renseignement de Saipan et Peleliu soulignaient la vulnérabilité des opérateurs de lance-flammes. La signature de l'arme, la fumée noire du gazole brûlant, rendait les opérateurs faciles à repérer. La portée limitée de l'arme signifiait que les opérateurs devaient s'exposer au feu ennemi. Dans les batailles précédentes, les pertes parmi les porteurs de lance-flammes portables avaient dépassé 70%, certaines unités subissant 92% de pertes parmi leurs opérateurs de lance-flammes. L'entraînement spécial mettait l'accent sur les tactiques anti-lance-flammes. Les mitrailleurs avaient pour instruction de concentrer leur feu sur tout soldat portant les réservoirs jumeaux caractéristiques d'un lance-flamme portable. Les tireurs d'élite recevaient des munitions supplémentaires spécifiquement pour cibler les opérateurs de lance-flammes. Les unités d'infanterie s'entraînaient à charger les positions de lance-flammes à la baïonnette, exploitant la portée minimale de l'arme où l'opérateur ne pouvait pas abaisser la buse assez pour se défendre. Mais toute la planification japonaise supposait que les lance-flammes seraient reportés par l'infanterie. Le concept de lance-flammes blindés, des chars pouvant s'approcher des positions fortifiées à l'abri de leur propre blindage tout en délivrant des attaques incendiaires précises à une portée sans précédent, n'avait jamais été envisagé. Les positions défensives japonaises, soigneusement conçues pour résister aux bombardements d'artillerie et aériens, n'avaient aucune disposition spéciale contre le pétrole en feu qui pouvait s'infiltrer par les ouvertures et les conduits de ventilation. Cette négligence allait se révéler catastrophique. Les fortifications, qui étaient la plus grande force du Japon, allaient devenir des pièges mortels face à des armes qui transformaient les défenses solides en crématorium. Les 8 chars lance-flammes M4A3 débarquèrent sur les plages d'Iwo Jima le 19 février, le jour J, mêlés aux chars Sherman réguliers des 4e et 5e bataillons de chars. La désignation officielle du corps des Marines était M4A3R3, bien que divers documents utilisent des nomenclatures différentes, y compris POA-CWS-H1 et CB-MK-1. Ils arrivèrent à terre dans la 5e vague vers 10 heures, après que les plages eurent été sommairement sécurisées. Les ordres de la Navy spécifiaient qu'ils restent en réserve pendant l'assaut initial. Les commandants des Marines voulaient évaluer la situation tactique avant d'engager ces actifs précieux et irremplaçables. Les chars furent soigneusement répartis. 4 affectés à la 4e division de Marines, 4 à la 5e division de Marines. Chaque char avait reçu un numéro d'identification 430 et un à 438. Certains équipages avaient peint des surnoms sur leurs véhicules: Hellfire, Corkscrew, Blaze of Glory. Mais la plupart restèrent sans marquage, leur terrible objectif caché jusqu'au moment de l'engagement. Pendant les premières 24 heures, les chars lance-flammes restèrent inactifs près de la plage, tandis que les Marines mouraient par centaines en essayant d'avancer contre des positions japonaises invisibles. La cendre volcanique, qui montait jusqu'au mollet à chaque pas, rendait les mouvements de l'infanterie épuisants. Les tactiques conventionnelles échouaient catastrophiquement. Les tirs de la marine ne pouvaient pénétrer les bunkers enfouis sous 3 mètres de roches volcaniques et de béton. Les obus d'artillerie explosaient inoffensivement contre des positions conçues pour résister à des impacts directs d'obus de 406 mm. Les fantassins des Marines se retrouvaient à attaquer des fortifications qui auraient tout aussi bien pu être des montagnes solides. Les pertes du premier jour étaient stupéfiantes. 2420 Marines tués ou blessés. La plage elle-même devint un champ de tuerie, alors que l'artillerie japonaise, auparavant cachée, ouvrait le feu sur les forces de débarquement concentrées. Les chars Sherman tentant de se déplacer vers l'intérieur des terres s'enlisaient dans la cendre ou étaient détruits par des canons anti-chars dissimulés. À la nuit tombée, la force d'invasion avait avancé de moins de 700 mètres depuis la plage, bien loin des objectifs du jour J qui prévoyaient la capture du premier aérodrome. Au matin du 20 février, J+1, la situation était désespérée. Le 21e régiment de Marines était cloué au sol en tentant de traverser l'aérodrome Motoyama numéro 1. 3 blockhaus en béton dominèrent l'approche, leurs tirs de mitrailleuses croisés, créant une zone de mort de 200 mètres de large.
2 compagnies de fusiliers avaient déjà été décimées en tentant des assauts frontaux. Le régiment avait subi 35% de pertes en moins de 48 heures. Le lieutenant-colonel William Duplantis, commandant le 3e bataillon du 21e Marines, prit la décision qui allait changer la trajectoire de la bataille. Il demanda les chars lance-flammes. À 14h20, le premier char lance-flamme M4A3R3 entra en combat. Le char numéro 431, commandé par le sergent-chef Robert Mezes, un vétéran de Saipan et Tinian, s'approcha des positions japonaises sous un angle oblique, utilisant des épaves d'avions japonais comme couverture. Pour les observateurs japonais, il semblait être un autre Sherman Standard, tentant le même assaut voué à l'échec. L'approche du char était prudente. Mezes comprenait que la surprise serait leur seul avantage. À l'intérieur du char, l'équipage de 5 hommes se préparait à l'action. Le conducteur, le soldat de première classe James Morrison, guidait le véhicule à travers la cendre volcanique qui menaçait d'embourber l'engin de 35 tonnes. Le conducteur adjoint, le soldat Robert Chin, maniait la mitrailleuse de proue, surveillant l'infanterie japonaise. Le chargeur, le caporal Anthony Vitelli, vérifiait les manomètres de pression de carburant. 21 kg par centimètre carré, optimal pour la portée maximale. Le tireur, le caporal Thomas Carlson, scrutait à travers son périscope, suivant le blockhouse le plus proche. À 115 mètres du blockhouse le plus proche, Mezes donna l'ordre. Tireur, lance-flamme, blockhouse, feu. Le lance-flamme CBH, un éructa avec un bruit que les témoins décrivirent comme le chalumeau du diable. Un jet de mazout épaissi au napalm traversa les airs, propulsé par l'azote comprimé. Le liquide enflammé frappa l'ouverture du blockhouse avec une précision dévastatrice, giclant à travers la meurtrière et coulant à l'intérieur comme de la lave. L'effet fut instantané et horrifiant. Les températures à l'intérieur de la structure en béton dépassèrent les 650 degrés Celsius en quelques secondes. L'oxygène fut consommé si rapidement que les soldats japonais suffoquèrent avant que les flammes ne les atteignent. Ceux qui survécurent à l'explosion initiale tentèrent de fuir par les sorties arrière, seulement pour être fauchés par les fantassins des Marines qui avaient appris à se positionner précisément pour cette éventualité. Le sergent Mezes fit pivoter la tourelle de 30 degrés et engagea le 2e blockhouse. Cette fois, les défenseurs étaient prêts. Un canon anti-char japonais de 47 mm tira à bout portant, l'obus frappant le blindage frontal du Sherman et ricochant vers le ciel. Le char tressaillit mais continua d'avancer. Carlson déclencha une autre rafale, maintenant le feu pendant 15 secondes jusqu'à ce que de la fumée noire s'échappe de chaque ouverture de la fortification. Le 3e blockhouse nécessita des tactiques différentes. Sa position derrière un affleurement rocheux empêchait un engagement direct. Mezes ordonna à Morrison d'avancer à moins de 75 mètres, dangereusement près des positions d'infanterie japonaises. Alors que le char franchissait une petite crête, des soldats japonais émergèrent de trous d'araignée, se ruant avec des charges explosives et des mines magnétiques. Le mitrailleur de proue ouvrit le feu avec sa mitrailleuse de calibre 30, mais plusieurs soldats japonais atteignirent l'angle mort du véhicule. Ce fut le moment où les modifications des CB prouvèrent leur valeur. Contrairement aux chars lance-flammes standards qui ne pouvaient tirer que vers l'avant, la capacité de pivotement complet du CBH a permis à Carlson de faire pivoter la tourelle à 180 degrés et de tirer directement derrière le char. Les fantassins attaquants furent consumés par un mur de flammes que les témoins dirent ressembler aux portes de l'enfer s'ouvrant. Avec le 3e blockhouse neutralisé, les Marines du 21e régiment avancèrent de 400 mètres en 2 heures, plus de progrès qu'ils n'en avaient fait au cours des 2 jours précédents. La nouvelle se répandit rapidement à travers le réseau de communication des Marines. Les chars lance-flammes fonctionnaient. Plus important encore, ils survivaient là où les chars conventionnels échouaient. En 6 heures, les 8 chars lance-flammes étaient en action sur tout le front. La révolution tactique fut immédiate et profonde. Le char numéro 434, soutenant le 23e Marines près du bassin Est, détruisit 4 positions fortifiées en un seul après-midi. L'équipage développa une technique appelée « tire-bouchon et brûle », s'approchant en spirale pour éviter les tirs anti-chars, tout en maintenant une suppression continue par le feu. L'effet psychologique fut aussi dévastateur que la destruction physique.
Les soldats japonais qui avaient été entraînés à mourir à leur poste commencèrent à fuir leur position en voyant les chars de flammes approcher, abandonnant les fortifications plutôt que d'affronter l'incinération. Le char numéro 437 fut le pionnier des tactiques de percée et nettoyage avec le 24e Marines. Le lance-flamme neutralisait d'abord les défenseurs d'une position, puis les ingénieurs des Marines se précipitaient avec des charges de démolition pour détruire définitivement la fortification. Cette combinaison se révéla terriblement efficace contre des positions qui avaient résisté à des jours d'assaut conventionnels. En un après-midi, une seule équipe char lance-flamme ingénieur détruisit 7 bunkers qui avaient arrêté l'avance d'un bataillon entier. Mais ce fut le char numéro 432 qui démontra le véritable impact psychologique de l'arme. Soutenant le 26e Marines près de la base du mont Suribachi, le char s'approcha d'un complexe de grottes interconnectées. Le commandant, le sergent William Patterson, ordonna à son conducteur de s'arrêter à 100 mètres des entrées des grottes. À travers le périscope du char, Patterson pouvait voir des soldats japonais regarder depuis l'obscurité. Patterson déclencha une courte rafale de flammes en l'air, une démonstration. L'effet psychologique fut immédiat et sans précédent. Les soldats japonais commencèrent à fuir par les sorties arrière, abandonnant des positions qu'ils avaient reçu l'ordre de défendre jusqu'à la mort. Les fantassins des Marines furent si surpris qu'ils ne tirèrent initialement pas sur l'ennemi en retraite. En 30 minutes, un secteur défensif entier s'effondra sans que le char n'ait tiré un seul coup directement sur les positions ennemies. Cela représentait le premier abandon massif de positions défensives dans l'histoire militaire japonaise. À la tombée de la nuit le 20 février, les unités des Marines modifiaient déjà leur tactique en fonction de la disponibilité des chars lance-flammes. Les plans d'attaque étaient reportés jusqu'à ce que les chars de flammes puissent être amenés. Les unités d'infanterie apprenaient à suivre à 50 mètres derrière les chars, assez près pour exploiter l'effet de choc, mais assez loin pour éviter le souffle de chaleur qui pouvait roussir les sourcils à 30 mètres. Les observateurs d'artillerie commencèrent à marquer des cibles spécifiquement pour l'engagement des lance-flammes plutôt que pour le bombardement conventionnel. Les chiffres du premier jour de combat des chars lance-flammes étaient frappants. 47 positions fortifiées détruites, les pertes de Marines dans les secteurs soutenus en baisse de 40% par rapport au jour précédent, 600 mètres de territoire gagnés dans des zones qui étaient statiques depuis 48 heures. Mais la statistique la plus significative était psychologique. Pour la première fois, un nombre significatif de soldats japonais abandonnaient leur position plutôt que de mourir à leur poste. La réponse japonaise fut rapide, mais largement inefficace. Le général Kuribayashi émit des ordres d'urgence cette nuit-là, désignant les chars de flammes comme cible prioritaire. Tous les canons anti-chars de 47 mm disponibles devaient concentrer leur feu sur ces véhicules. Des équipes d'assaut spéciales furent organisées, des volontaires qui attaqueraient avec des charges explosives attachées à leur corps. Les unités d'infanterie reçurent l'instruction de cibler les blocs de vision des chars de flammes avec des tirs de fusil concentrés, espérant aveugler les équipages. Mais le problème fondamental restait insurmontable. Les chars lance-flammes ressemblaient aux Sherman réguliers jusqu'à ce qu'ils tirent. Les artilleurs japonais ne pouvaient identifier les cibles prioritaires qu'à ce moment-là, quand il était trop tard. Pire, se concentrer sur les chars de flammes signifiait ignorer les chars conventionnels qui fournissaient un tir de couverture. Les Américains avaient obtenu une surprise tactique grâce à l'innovation mécanique. Le 23 février, J+4, le même jour où les Marines levèrent le drapeau sur le mont Suribachi, les chars lance-flammes firent de face à leur plus grand test. La 3e division de Marines tentait de capturer la colline 382, le deuxième point culminant d'Iwo Jima et la pierre angulaire des défenses nord de Kuribayashi. La colline était criblée de bunkers et de tunnels atteignant 7 étages sous terre. Les défenseurs japonais avaient préenregistré chaque approche avec de l'artillerie et des mortiers. La position avait été conçue par les ingénieurs japonais pour être imprenable. Multiples lignes défensives, champs de tir croisés, galeries souterraines permettant aux défenseurs de réapparaître derrière les attaquants. Les assauts précédents avaient échoué avec des pertes dépassant 50%.
Le premier bataillon du 9e Marines avait perdu 70% de ses effectifs en tentant simplement de prendre les approches de la colline. À 8 heures, 4 chars lance-flammes avancèrent en formation d'échelon, soutenus par 6 Sherman conventionnels et un bataillon d'infanterie des Marines. Cette fois, les Japonais étaient en prêt. Des canons de montagne de 75 mm, plus gros que les armes anti-chars standards de 47 mm, avaient été positionnés spécifiquement pour engager les chars de flammes. Alors que le char lance-flammes de tête franchissait la première crête, des tirs concentrés éclatèrent de 3 positions dissimulées. Le premier coup frappa la chenille du char numéro 433, l'immobilisant. L'équipage continua de tirer le lance-flammes à l'arrêt, créant un rideau de flammes qui obscurcit les véhicules suivants et supprima les positions japonaises. Ce sacrifice de soi permit aux autres chars de manœuvrer. Le char numéro 431 poussa à travers la fumée, avançant sous un tir d'artillerie qui aurait stoppé net un assaut d'infanterie. Des fragments d'obus claquaient contre le blindage comme de la grêle. Le conducteur, le soldat de première classe Morrison, décrivit plus tard naviguer au périscope à travers une fumée si épaisse qu'il pouvait à peine voir 3 mètres devant lui. À 55 mètres du complexe de bunker japonais principal, le lance-flamme du char 434 éructa. Mais cette fois, les Japonais s'étaient adaptés. Des ingénieurs avaient installé des plaques d'acier sur les ouvertures des bunkers qui pouvaient être fermées entre les rafales de mitrailleuses. La flamme frappa inoffensivement contre l'acier scellé. Il semblait que les Japonais avaient trouvé une contre-mesure au char de flamme. Le tireur, le caporal Michael Rodriguez, fit une observation critique. Les plaques d'acier rougissaient après un contact prolongé avec la flamme. Le métal aussi chaud se déformerait, créant des espaces. Rodriguez maintint le feu pendant 45 secondes, bien plus longtemps que la doctrine ne le recommandait, épuisant dangereusement les réserves de carburant. La plaque d'acier céda. Le mélange incendiaire se déversa à travers les interstices. L'intérieur du bunker devint un enfer. Les munitions explosèrent en chaîne. Le béton se fissura sous le choc thermique. Des explosions secondaires révélèrent les entrées de tunnels que les ingénieurs japonais avaient soigneusement dissimulés. L'infanterie des Marines se précipita avec des charges de démolition, jetant des explosifs dans chaque ouverture avant que les défenseurs ne puissent se réorganiser. En 3 heures, les défenses extérieures de la colline 382 avaient été percées. La position imprenable tombait. Mais la bataille révéla aussi les limites des chars lance-flammes. Le char numéro 431 épuisa sa réserve de carburant après 80 secondes de fonctionnement continu. Le ravitaillement nécessitait de se retirer vers des zones désignées où des camions-citernes spécialisés attendaient, un processus qui prenait au minimum 2 heures. Pendant ce temps, les défenseurs japonais pouvaient renforcer et réorganiser. Les chars étaient puissants, mais pas inépuisables. Le plus significativement, ce même jour, le caporal Herschel Woody Williams démontra que les lance-flammes portables avaient toujours un rôle critique. Quand les chars lance-flammes ne purent manœuvrer à travers un ravin étroit appelé l'amphithéâtre, Williams avança à pied avec un lance-flamme M2-2 de 32 kg. En 4 heures de combat, couvert seulement par 4 fantassins, dont 2 mourraient en le protégeant, Williams détruisit 7 blockhaus inaccessibles aux chars. La technique de Williams complétait parfaitement les chars de flammes. Là où les chars ne pouvaient aller, des hommes courageux avec des lance-flammes portables pouvaient encore avancer. Ses actions ce jour-là lui vaudraient la Medal of Honor. Il deviendrait le dernier récipiendaire survivant de la Medal of Honor de la Seconde Guerre mondiale, décédé en juin 2022 à l'âge de 98 ans. Sa citation disait en partie « Rapide à offrir ses services quand nos chars manœuvraient vainement pour ouvrir une voie à l'infanterie à travers le réseau de blockhaus en béton armé, de mines enterrées et de sable volcanique noir, le caporal Williams s'avança courageusement seul pour tenter de réduire le feu dévastateur des mitrailleuses depuis les positions inexpugnables. » Les statistiques de la première semaine de combat racontaient une histoire remarquable. Dans les secteurs où les chars lance-flammes opéraient, les pertes de Marines chutaient de 40% par rapport aux attaques non soutenues. Des positions japonaises qui avaient résisté à des jours d'assaut conventionnels tombaient en quelques heures. Les 8 chars avaient consommé 265 000 litres de mélange de carburant en 7 jours, détruisant environ 300 positions fortifiées.
La consommation quotidienne moyenne de 38 000 litres représentait un défi logistique qui nécessita l'établissement de dépôts de carburants spéciaux près des lignes de front. Début mars, la bataille s'était déplacée vers le plateau nord d'Iwo Jima, un paysage infernal de fosses à soufre, de ravins tortueux et de formations rocheuses volcaniques qui rendaient les opérations de chars presque impossibles. Le général Kuribayashi avait positionné sa dernière ligne défensive ici, précisément parce que le terrain favorisait les défenseurs. La zone avait été surnommée le hachoir à viande par les Marines qui subirent 850 pertes pour prendre une seule colline. Les chars qui tentaient de naviguer sur le sol accidenté déchiraient leurs chenilles sur les roches volcaniques tranchantes ou s'enlisaient sur des obstacles invisibles sous la cendre. Les chars lance-flammes s'adaptèrent à nouveau. Incapables de manœuvrer librement, ils devinrent des blockhaus mobiles positionnés aux points clés pour soutenir les avancées de l'infanterie. Les ingénieurs des Marines du 5e bataillon du génie travaillèrent toute la nuit à construire des rampes et à dégager des chemins, souvent sous le feu des snipers, permettant aux chars de flammes d'atteindre des positions auparavant jugées inaccessibles. Quand l'assaut direct s'avérait impossible, les chars tiraient indirectement, faisant ricocher les jets de flammes sur les rochers pour atteindre derrière les angles et dans les positions en défilé. Le 8 mars, J+17, le char numéro 436 réussit ce que les équipages appelèrent le tir impossible. Soutenant l'assaut du 9e Marines sur la poche de Cushman, un complexe de grottes et de bunkers construit dans une falaise quasi verticale, le commandant du char, le sergent Daniel Foster, calcula que les flammes tirées à l'élévation maximale pourraient passer au-dessus du bord de la falaise et retomber dans les positions japonaises depuis le haut. La physique était marginale. Le lance-flamme CBH-1 pouvait s'élever à 35 degrés, mais atteindre la cible nécessitait un angle de 40 degrés. Foster ordonna à son conducteur de positionner le char sur un tas de décombres créés par le bombardement naval, inclinant tout le véhicule vers l'arrière. Avec le char dangereusement en équilibre et des obus de mortier tombant autour d'eux, le tireur, le caporal Anthony Vitelli, déclencha le lance-flamme. Le napalm en fusion décrivit un arc haut dans les airs, sembla suspendu un instant à son apogée, puis retomba en cascade dans les positions japonaises. L'effet fut dévastateur, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Les soldats japonais avaient cru leurs positions élevées, immunisées contre les attaques au lance-flammes. Cette hypothèse mourut dans l'enfer. Des témoins rapportèrent des soldats japonais sautant des falaises plutôt que de brûler vifs, choisissant la mort par la chute plutôt que par le feu. À la mi-mars, les chars lance-flammes avaient évolué pour devenir la pièce maîtresse d'un système d'armes combiné. Chaque char de flamme opérait avec une équipe de soutien dédiée. Chars conventionnels pour supprimer les canons anti-chars ennemis, infanterie pour la protection rapprochée contre les attaquants suicides, ingénieurs pour le déblaiement des obstacles et porteurs de munitions amenant les remorques de carburant de 1100 litres qui prolongèrent le temps opérationnel. Cette intégration représentait une révolution dans les tactiques d'assaut qui influencerait la doctrine du corps des Marines pendant des décennies. La logistique du carburant à elle seule nécessitait un effort extraordinaire. Le matelot électricien de 2e classe Kiss, l'un des concepteurs originaux, avait accompagné les chars à Iwo Jima pour superviser la maintenance. Il rapporta plus tard que maintenir les 8 chars opérationnels nécessitait une chaîne d'approvisionnement remontant jusqu'à Pearl Harbor. Des stations de mélange de carburant fonctionnaient 24 heures sur 24, combinant gazole, essence et poudre de napalm dans des proportions précises. Le mélange devait être utilisé dans les 72 heures, sinon il se séparait et obstruait les tubes lance-flammes. La réponse japonaise continua d'évoluer également. Des équipes spéciales de tueurs de chars furent formées, des volontaires qui attaqueraient avec des charges explosives attachées à leur corps. Ces bombes humaines obtinrent quelques succès. Le char numéro 438 fut détruit le 11 mars quand un soldat japonais se fit exploser contre le compartiment moteur du véhicule, tuant 3 des 5 membres d'équipage. Mais de telles tactiques étaient finalement vaines. Pour chaque char de flammes endommagé, des remplaçants arrivèrent de la plage, et les chars endommagés étaient souvent réparés et remis en action. Le général Kuribayashi, observant depuis son bunker de commandement profond sous le plateau nord, reconnut les implications stratégiques.
Dans son dernier rapport au quartier général impérial, transmis le 17 mars, il écrivit « Les chars de flammes spéciaux de l'ennemi se sont révélés plus efficaces que tous leurs bombardements d'artillerie et aériens combinés. Ils réalisent en minutes ce que les armes conventionnelles ne peuvent accomplir en jours. Nous n'avons pas de contre-mesure efficace contre cette arme. Les Américains n'ont pas seulement des nombres supérieurs, mais une imagination supérieure. » Le point culminant vint durant la dernière semaine de mars, alors que les Marines poussaient dans la gorge le dernier bastion de Kuribayashi. Ce labyrinthe tortueux de ravins et de grottes, surnommé la gorge sanglante par les Marines, représentait le test ultime de l'innovation tactique américaine contre la détermination défensive japonaise. Ici, dans une zone de moins de 600 mètres carrés, les 3000 derniers défenseurs japonais se préparaient à faire leur dernière résistance. Le 21 mars, J+30, tous les chars lance-flammes opérationnels, 6 des 8 originaux, 2 en réparation, se concentrèrent pour un assaut coordonné. Ils avaient été renforcés par 4 chars de flammes supplémentaires expédiés en urgence d'Hawaï, bien que ces modèles plus récents utilisent le système Ronson moins efficace avec seulement 55 à 75 mètres de portée. L'assaut serait la plus grande concentration d'armes incendiaires de la guerre du Pacifique. Le char numéro 431, réparé après avoir été mis hors de combat sur la colline 382, menait l'avance. Son blindage portait les cicatrices du combat. Des plaques soudées là où des fragments d'obus avaient pénétré, des bosses de dizaines d'impacts qui n'avaient pas réussi à pénétrer, des marques de brûlure de quasi-impact. Le numéro 433, avec une réparation de chenilles improvisée qui lui donnait un claquement distinctif, prit le flanc gauche. Les numéros 434, 436 et 437 formèrent le centre, tandis que le 432 ancra la droite. L'assaut commença à 10 heures, avec les chars avançant en formation de croissant, créant des champs de flammes se chevauchant qui ne laissaient aucun espace mort à exploiter pour les défenseurs japonais. L'infanterie des Marines se suivait dans leur sillage, lançant des grenades au phosphore blanc dans les entrées de grottes pour marquer les cibles pour les chars de flammes. Les ingénieurs avec des charges de démolition scellaient les positions après que les lance-flammes les avaient nettoyées. La résistance japonaise était fanatique mais de plus en plus futile. Des escouades suicides chargeaient depuis des trous d'araignées cachés seulement pour être incinérés avant d'atteindre leur cible. Des canons antichars tiraient à bout portant, leurs équipages maintenant le feu même lorsque les flammes engloutissaient leur position. Dans un incident extraordinaire, un officier japonais émergea d'un bunker brandissant un sabre de samouraï, chargeant directement le char numéro 434. Le mitrailleur de proue retint son feu, peut-être par choc ou respect, permettant aux fantassins des Marines de faucher l'officier à quelques mètres du véhicule. Son sabre fut plus tard récupéré et envoyé au quartier général du corps des Marines comme symbole du courage désespéré de l'ennemi. Au coucher du soleil, le 21 mars, la gorge avait été pénétrée. Plus de 800 défenseurs japonais gisaient morts, beaucoup brûlés au point d'être méconnaissables. Les chars lance-flammes avaient consommé 30 000 litres de mélange de carburant en une seule journée, un record pour la campagne. Les pertes de Marines, bien que toujours significatives, avec 92 tués et 257 blessés, étaient une fraction de ce qu'un assaut conventionnel aurait coûté. Mais le prix de la victoire devenait apparent des deux côtés. Les équipages de chars rapportèrent un traumatisme psychologique sévère dû à leur rôle dans le massacre. Le caporal Carlson du char 431 témoigna plus tard. « Vous pouviez les entendre hurler quand la flamme frappait. Pas longtemps, mais vous l'entendiez parfois la nuit. Je l'entends encore. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais je n'oublierai jamais l'odeur. De la chair brûlée mêlée au soufre de la roche volcanique. » Les équipes de maintenance trouvèrent des restes humains fondus sur les chenilles des chars, nécessitant des chalumeaux pour les enlever. Les chars eux-mêmes se détérioraient sous le stress constant du combat. Des transmissions lâchaient à cause de la tension de rouler dans la cendre volcanique. Des conduites de carburant se bouchaient avec des dépôts de carbone du mélange de napalm. Des axes de chenilles cisaillaient sous le poids des plaques de blindage supplémentaires soudées pour la protection. Fin mars, maintenir ne serait-ce que 4 chars opérationnels nécessitait de cannibaliser des pièces de véhicules endommagés. Le 26 mars 1945,
Iwo Jima fut déclaré sécurisé. La bataille avait duré 36 jours au lieu des 5 prévus. Les pertes américaines totalisèrent 26 038 hommes, dont 6 821 tués. Des chiffres qui choquèrent tant le public américain que les dirigeants militaires. Les pertes japonaises furent de presque totales. Sur environ 21 000 défenseurs, seulement 216 survécurent comme prisonniers. Les autres moururent au combat ou, en nombre croissant à mesure que la bataille progressait, par suicide plutôt que d'affronter la capture ou la mort par le feu. Les chars lance-flammes avaient révolutionné la dynamique de la bataille. L'analyse post-action leur attribua la réduction des pertes américaines d'environ 5 000 hommes. Ils avaient détruit plus de 1000 positions fortifiées, consommé 1 363 000 litres de mélange de carburant et fondamentalement changé la doctrine d'assaut du corps des marines. Mais peut-être plus significativement, ils avaient brisé le mythe de l'invincibilité japonaise dans les positions défensives. Le capitaine Frank Caldwell, commandant la compagnie F du 26e Marines, fournit peut-être l'évaluation la plus succincte. C'est le char lance-flammes, plus que tout autre moyen de soutien, qui a gagné cette bataille. L'artillerie, les tirs navals et les bombardements aériens ne pouvaient pas déloger les Japonais de leurs forteresses souterraines. Les chars lance-flammes ont fait ce que rien d'autre ne pouvait faire. L'analyse statistique révéla le véritable impact. Plus de 30% des pertes japonaises sur Iwo Jima furent causées par des armes incendiaires montées sur chars ou portables. Dans les secteurs où les chars de flammes opéraient, le taux d'avance augmentait de 300% par rapport aux attaques non soutenues. Les prisonniers japonais, une rareté dans les batailles du Pacifique, furent au nombre de 216, plus que le total combiné de Tarawa, Saipan et Peleliu. Beaucoup citèrent spécifiquement la peur de brûler vif comme raison de leur reddition. Les implications tactiques s'étendirent bien au-delà d'Iwo Jima. Le corps des Marines demanda immédiatement 54 chars lance-flammes supplémentaires pour les opérations futures. L'équipe du colonel Hunmack à la caserne Schofield passa en production accélérée. Travaillant avec une priorité AAA, le même niveau assigné aux bombardiers B-29 et au projet Manhattan, ils développèrent le modèle CBH-2 amélioré avec une portée et une fiabilité accrues. En juin 1945, 70 nouveaux chars de flammes étaient de prêt pour l'opération Downfall, l'invasion prévue du Japon. L'armée, observant le succès des Marines à Iwo Jima, accéléra son propre programme de chars lance-flammes. Le 713 bataillon de chars tout entier fut converti en chars de flammes pour la campagne d'Okinawa. Pendant la bataille d'Okinawa en avril à juin 1945, les chars de flammes de l'armée consommeraient 757 000 litres de mélange de carburant, se montrant tout aussi efficaces contre les complexes de grottes japonais dans la partie sud de l'île. L'arme qui avait été une improvisation de dernière minute devint un équipement standard pour les opérations du Pacifique. Mais les implications stratégiques allaient au-delà des tactiques de champ de bataille. La doctrine militaire japonaise, affinée au fil des siècles, avait échoué catastrophiquement face à l'innovation technologique américaine. Les chars lance-flammes représentaient quelque chose de plus qu'une nouvelle arme. Ils incarnaient la transformation de la guerre, passant du courage individuel à la capacité industrielle. Les statistiques de production racontent leur propre histoire. Le groupe de chars de flammes du colonel Hunmack produisit finalement 354 chars lance-flammes avant la fin de la guerre. Les CB de la caserne Schofield fabriquèrent 226 343 litres de carburant pour lance-flammes. L'usine de mélange de napalm qu'ils construisirent pouvait produire 3800 litres par jour. Cette capacité industrielle, reproduite dans tout le Pacifique, signifiait que les forces américaines pouvaient littéralement se frayer un chemin en brûlant à travers les défenses japonaises. Les CB qui avaient créé ces armes reçurent peu de reconnaissance publique. Le matelot mécanicien Ricker et le matelot électricien Kiss retournèrent à la vie civile après la guerre, leurs noms oubliés sauf dans des rapports techniques obscurs. Le colonel Hunmack continua de développer des armes chimiques jusqu'à sa retraite, sa contribution à la victoire connue seulement de quelques historiens militaires. Pourtant, leur innovation avait sauvé des milliers de vies américaines et raccourci l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Pacifique. Les équipages de chars firent face à des défis différents.
Beaucoup luttèrent avec ce qui serait plus tard reconnu comme un syndrome de stress post-traumatique. Le souvenir d'êtres humains réduits en cendres, de hurlements interrompus par des flammes dévorantes, hanta des hommes qui avaient fait ce que le devoir exigeait. Le sergent Mézès ne parla jamais de son service jusqu'à peu avant sa mort en 1993, disant à son petit-fils « Nous avons fait ce que nous devions faire. Personne ne devrait être fier de brûler des hommes vivants, mais ces chars ont sauvé beaucoup de vies de Marines. C'est ce que j'essaie de retenir. » Les vétérans des chars de flammes formèrent leur propre réseau de soutien informel après la guerre. Ils se réunissaient chaque année à Hawaï, retournant à la caserne Schofield où leurs armes avaient été créées. Ces retrouvailles, non rapportées par les médias, permettaient aux hommes de partager des expériences trop terribles pour la compréhension civile. La dernière réunion eut lieu en 2010, avec seulement 4 membres d'équipage survivants présents. La perspective japonaise émergea lentement à travers les interrogatoires de prisonniers et les documents capturés. Des soldats à qui l'on avait appris que la mort au combat garantissait la transcendance spirituelle se trouvèrent paralysés par la peur de l'incinération. Le déshonneur de fuir des positions de combat semblait préférable à mourir dans des fours souterrains. Cet effondrement psychologique contribua aux premières redditions à grande échelle de l'histoire militaire japonaise. Le lieutenant Yamada, qui avait été témoin de la première attaque de chars lance-flammes le 20 février, survécut à la bataille comme l'un des 216 prisonniers. Dans un témoignage d'après-guerre à des officiers du renseignement américain, il réfléchit « Nous nous étions préparés à toutes les formes de mort, balles, obus, baïonnettes, famine. Nous ne nous étions pas préparés à du pétrole en feu qui nous cherchait dans nos bunkers les plus profonds. Les chars de flammes ont brisé notre esprit d'une manière qu'aucune arme conventionnelle n'aurait pu. Ils ont transformé notre plus grande force, nos fortifications souterraines, en nos tombeaux. » L'ancien sergent Maso Hayashi, capturé après avoir été brûlé en fuyant un bunker, fournit un témoignage graphique. Le napalm arrivait comme un flot, se déversant dans chaque espace. Les hommes essayaient de s'échapper par les issues de secours, mais trouvaient plus de flammes qui les attendaient. Certains se sont tirés une balle plutôt que de brûler. D'autres ont couru vers les tirs américains, préférant les balles à l'incinération. J'ai vu des guerriers qui se battaient depuis la Chine refuser d'entrer dans des positions après avoir vu les chars de flammes approcher. Ce n'était pas la mort pour laquelle nous avions été entraînés. La transformation représentée par les chars lance-flammes s'étendit dans la période d'après-guerre. Le corps des Marines des États-Unis, analysant le succès à Iwo Jima, restructura fondamentalement sa doctrine d'assaut autour de tactiques d'armes combinées intégrant blindés, infanterie et ingénieurs. Le concept de blindés spécialisés pour des problèmes spécifiques sur le champ de bataille devint une pensée militaire standard. Le développement futur des armes privilégierait l'adaptabilité et l'innovation plutôt que la simple puissance de feu. La technologie elle-même continua d'évoluer. Les chars lance-flammes Sherman M4 A3R3 servirent en Corée, où ils se révélèrent tout aussi efficaces contre les complexes de bunkers chinois lors des batailles pour le Punch Bowl et Heartbreak Ridge. Les chars de flammes des Marines détruisirent plus de 300 positions chinoises pendant la guerre de Corée, bien qu'avec un effet moins dramatique en raison d'une meilleure connaissance chinoise des capacités de l'arme. Le dernier char lance-flammes américain, le M132, un lance-flammes blindé basé sur le transporteur de troupes blindées M113, ne fut retiré du service qu'en 1978, mettant fin à une lignée d'armes qui avait commencé avec 8 Sherman hâtivement modifiés dans un entrepôt secret à Hawaï. À cette époque, les armes thermobariques et les munitions guidées de précision avaient remplacé les lance-flammes comme principal moyen de vaincre les positions fortifiées. Le droit international finit par restreindre l'utilisation des lance-flammes avec le protocole 3 de la Convention sur certaines armes classiques, limitant les armes incendiaires. L'arme qui avait été décisive à Iwo Jima devint controversée alors que l'opinion publique se retournait contre les armes jugées excessivement cruelles. Pourtant, les historiens militaires notent l'ironie. Les chars lance-flammes, pour toute leur horreur, avaient raccourci la bataille et potentiellement sauvé des milliers de vies qu'un assaut conventionnel aurait coûté. L'exploit industriel ne peut être sous-estimé.
Les États-Unis produisirent 49 234 chars Sherman pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement 354 furent convertis en configuration lance-flammes. Pourtant, ces quelques centaines de véhicules eurent un impact bien supérieur à leur nombre. À Iwo Jima, 8 chars avaient changé le cours d'une bataille qui aurait pu durer des mois et coûter des dizaines de milliers de pertes supplémentaires. Le coût de production, environ 200 000 $ par char converti en 1945, semble insignifiant comparé aux vies sauvées. Des analystes militaires calculèrent que chaque char de flamme à Iwo Jima avait potentiellement préservé 625 pertes américaines basées sur les taux de pertes dans les attaques non soutenues par rapport aux attaques soutenues par les flammes. Dans le calcul froid de la guerre, l'investissement dans la technologie avait payé des dividendes en sang non versé. Mais l'héritage le plus profond était peut-être psychologique. Les chars lance-flammes avaient démontré que l'innovation technologique pouvait vaincre même la résistance humaine la plus fanatique. L'ère de la prouesse individuelle du guerrier touchait à sa fin, remplacée par une époque où la victoire appartenait aux nations capables d'une production industrielle supérieure et d'innovation technique. L'esprit samouraï, pour toute sa noblesse, ne pouvait résister au feu liquide délivré par des machines produites en masse. Dans le sol volcanique d'Iwo Jima, sous les monuments au courage et au sacrifice, reposent les restes de plus de 20 000 soldats japonais morts en défendant des positions qu'ils croyaient imprenables. Beaucoup furent incinérés par des armes dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence. Leurs morts marquèrent non seulement la fin d'une bataille, mais la fin d'une époque où la dévotion spirituelle pouvait surmonter le désavantage matériel. Les 8 chars lance-flammes M4A3 R3 qui combattirent à Iwo Jima étaient en fin de compte des machines, de l'acier, de l'aluminium, du caoutchouc et des composants mécaniques assemblés par des ouvriers qui ne verraient jamais le combat. Pourtant, ils représentèrent quelque chose de plus grand. La mobilisation de la puissance industrielle américaine, de l'innovation scientifique et du génie mécanique au service de la victoire. Les CB qui les ont construits, les Marines qui les ont servis et les Japonais qui sont morts face à eux faisaient tous partie d'une transformation qui définirait la guerre moderne. Aujourd'hui, le dernier char lance-flammes survivant d'Iwo Jima se trouve au National Museum of the Marine Corps à Quantico, en Virginie. Le char numéro 434, le spécimen du musée, porte les cicatrices de son service. Des marques de soudure là où le blindage a été rapiécé, des bosses d'impact d'obus, des éraflures de la roche volcanique. Une petite plaque note ses spécifications et son historique de combat. Ce qu'elle ne peut transmettre, c'est le bruit de l'azote comprimé se libérant, l'odeur du napalm brûlant mêlé au soufre, la vue du feu liquide coulant comme de l'eau dans des forteresses souterraines. Les visiteurs passent souvent rapidement, perturbés par le terrible objectif de l'arme. Des écoliers en sortie scolaire demandent pourquoi quelqu'un créerait une arme aussi horrible. Les vétérans qui comprennent son histoire s'attardent plus longtemps, certains saluant, d'autres simplement fixant en souvenirs silencieux. Pour eux, le char représente non pas la glorification de la guerre, mais la reconnaissance des terribles nécessités de la guerre. La dernière réunion des vétérans des chars de flammes d'Iwo Jima eut lieu en 2015 pour le 70e anniversaire de la bataille. Seuls 3 membres d'équipage assistèrent, tous dans leurs 90 ans. Ils se rassemblèrent au musée, partageant des souvenirs avec des historiens désireux de préserver les témoignages de première main. Le caporal Anthony Vitelli, ancien tireur sur le char 436, offrit peut-être l'observation la plus poignante. « Les gens demandent si je suis fier de ce que nous avons fait. La fierté n'est pas le bon mot. Nous avons fait un travail terrible qui devait être fait. Ces chars ont sauvé des vies de Marines. Cela suffit. » Les hommes qui ont conçu, construit et opéré ces machines sont presque tous entrés dans l'histoire. Le caporal Herschel Woody Williams, qui a combattu aux côtés des chars de flammes avec son lance-flamme portable, fut le dernier récipiendaire de la Medal of Honor d'Iwo Jima à mourir, en juin 2022, à l'âge de 98 ans. Avec lui s'est éteinte la dernière mémoire vivante de la terrible réalité de la guerre par le feu. Les rapports classifiés du colonel Unmac, déclassifiés dans les années 1970, révèlent le rythme effréné de l'innovation qui produisit les chars de flammes.
Travaillant 24 heures sur 24, dormant par équipe à côté de leur équipement de soudure, les CB avaient accompli en quelques mois ce que l'acquisition militaire conventionnelle aurait pris des années à réaliser. Leur récompense fut de voir leur création réussir au-delà de toutes les attentes, raccourcissant l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Pacifique. Les archives militaires japonaises, ouvertes aux chercheurs dans les années 1980, fournissent la perspective ennemie face aux chars de flammes. Rapport après rapport décrit la paralysie de regarder le feu liquide approcher, sachant que le béton et l'acier n'offraient aucune protection. Les ordres de tenir les positions jusqu'à la mort devenaient sans signification quand la mort venait comme un feu liquide qui cherchait chaque cachette. Un rapport japonais nota « Les chars de flammes ont annulé chaque avantage de nos positions défensives. La hauteur ne signifiait rien quand le feu pouvait passer par-dessus les obstacles. La profondeur ne signifiait rien quand la flamme coulait comme de l'eau dans nos tunnels. Le béton et l'acier qui pouvaient résister à des tonnes d'explosifs étaient inutiles contre le feu liquide. » Le dernier message du général Kuribayashi, transmis juste avant sa mort fin mars 1945, contenait une observation prémonitoire. Les Américains ne nous ont pas seulement vaincus par des nombres ou une puissance de feu supérieure, ils nous ont vaincus par une imagination supérieure, transformant notre plus grande force, nos fortifications souterraines, en pièges mortels. Les futures guerres appartiendront aux nations qui peuvent imaginer de nouvelles formes de guerre, pas à celles qui perfectionnent les anciennes. Sa prédiction se révéla exacte. La révolution dans les affaires militaires qui commença avec 8 chars de flammes à Iwo Jima se poursuivit à travers les missiles guidés, les armes de précision et la guerre cybernétique. Le principe restait constant. L'innovation technologique vainc les tactiques traditionnelles. L'imagination triomphe de la convention. La transformation de la guerre conventionnelle à la guerre par le feu à Iwo Jima prit seulement quelques jours, mais changea la doctrine de combat pour toujours. Les Marines qui avaient été entraînés aux tactiques d'assaut traditionnelles apprirent à coordonner avec les chars de flammes, utilisant leur effet de choc pour briser des lignes défensives réputées imprenables. Cette intégration ne se fit pas par un entraînement formel, mais par l'innovation sur le champ de bataille, une adaptation sous le feu qui illustrait la flexibilité militaire américaine. L'analyse statistique menée après la guerre révéla des schémas frappants dans les secteurs où les chars de flammes opéraient. Les défenseurs japonais étaient 70% plus susceptibles d'abandonner leur position avant d'être submergés. L'impact psychologique dépassait la destruction physique. La simple présence de chars de flammes dans un secteur provoquait souvent un effondrement défensif sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Un rapport du renseignement des Marines nota « La peur de l'ennemi face aux chars de flammes frôle la panique ». Les prisonniers rapportent que les soldats refusent d'obéir aux ordres d'occuper des positions une fois que des chars de flammes sont repérés dans la zone. Les 8 chars lance-flammes d'Iwo Jima avaient accompli quelque chose de remarquable. En 36 jours de combat, ils avaient validé une nouvelle forme de guerre, sauvé des milliers de vies américaines et contribué à la victoire dans l'une des batailles les plus cruciales de la Seconde Guerre mondiale. Leur héritage perdura dans chaque conflit ultérieur où les forces américaines firent face à des ennemis retranchés, de la Corée au Vietnam en passant par l'Irak. Pourtant, les questions morales restent non résolues. Les équipages de chars qui survécurent luttèrent souvent avec ce qu'ils avaient fait. L'efficacité de tuer par le feu, l'échelle industrielle de l'incinération, défiaient les concepts traditionnels de la guerre honorable. Ces hommes avaient été les instruments d'une terrible nécessité, maniant des armes qui transformaient des êtres humains en cendres en quelques secondes. Beaucoup ne parlèrent jamais de leur service, emportant leurs souvenirs dans la tombe plutôt que d'accabler les autres de l'horreur. Le dernier testament vient d'une cérémonie de réconciliation en 1985 sur Iwo Jima. L'ancien commandant de chars Robert Mezes et l'ancien lieutenant Koshi Yamada, qui avaient été témoins de la première attaque de chars lance-flammes, se tinrent ensemble là où le char 431 avait tiré pour la première fois 40 ans plus tôt. Yamada parla par le biais d'un interprète. « Je vous ai haï pendant 40 ans. Les chars de flammes ont tué mes amis d'une manière que je ne peux oublier, mais je comprends maintenant. La guerre fait des monstres de nous tous. Vous avez fait ce que vous deviez faire, comme nous l'avons fait. » Mezes répondit simplement
Nous n'étions tous que des garçons essayant de survivre. Je suis content que nous ayons tous deux vécu pour nous tenir ici aujourd'hui. » Les deux vieux guerriers s'embrassèrent. Alors que le soleil se couchait sur les plages de sable noir d'Iwo Jima, les vétérans marchèrent ensemble vers le mémorial dédié à tous ceux qui sont morts. Derrière eux, le mont Suribachi se dressait contre le ciel qui s'assombrissait. L'île qui avait autrefois brûlé de la fureur du combat était revenue à la paix. L'ère du char lance-flammes avait commencé et s'était achevée dans le Pacifique, son héritage écrit en lettres de feu sur des îles volcaniques. 8 Sherman modifiés avaient changé la nature de la guerre, démontrant que la victoire dans le conflit moderne appartenait aux nations capables de combiner la puissance industrielle avec l'innovation sur le champ de bataille. Les flammes s'étaient éteintes depuis longtemps, mais leur impact sur l'histoire militaire brûlait éternellement. En fin de compte, la bataille d'Iwo Jima fut gagnée non par le courage seul, bien que le courage fût abondant des deux côtés, mais par le mariage de la capacité industrielle américaine et de l'innovation sur le champ de bataille. Les chars lance-flammes représentèrent la convergence de la technologie, des tactiques et de la détermination qui définirait la suprématie militaire américaine pour les générations à venir. Ils étaient des armes de leur temps, des mots nécessaires dans une guerre qui exigeait une victoire totale. Les défenseurs japonais avaient combattu avec une bravoure sans pareille, suivant les ordres de résister jusqu'à la mort. Ils avaient construit la position défensive la plus redoutable de la guerre du Pacifique, une forteresse souterraine que les armes conventionnelles ne pouvaient réduire. Mais ils n'avaient pas anticipé des armes incendiaires qui coulèrent comme une pluie de lave, cherchant chaque grotte et chaque bunker, transformant leur sanctuaire souterrain en crématorium. Leur défaite n'était pas un échec de courage, mais une collision avec une technologie et une innovation supérieure. Les chiffres racontent l'histoire finale avec une clarté brutale. 8 chars lance-flammes, 1 363 000 litres de mélange de carburant, plus de 1000 positions fortifiées détruites, environ 5000 pertes américaines évitées, plus de 6000 soldats japonais tués par des armes incendiaires, 36 jours de combat qui auraient pu s'étendre sur des mois sans les armes incendiaires. Les mathématiques de la guerre moderne, où l'avantage technologique se traduit directement par des vies sauvées et des batailles gagnées. L'île volcanique d'Iwo Jima, maintenant rendue au Japon et rebaptisée Iwoto, porte peu de cicatrices visibles de la bataille qui fit rage sur sa surface. La nature a reconquis le champ de bataille, recouvrant les cratères d'obus de végétation, remplissant les tranchées de terre volcanique. Mais sous la surface, des grottes scellées et des tunnels effondrés contiennent encore les restes de soldats morts dans les flammes. Leur sacrifice est rappelé par des témoins toujours moins nombreux. Le dernier mot appartient au général Holland Smith, commandant du 5e corps amphibie à Iwo Jima, qui écrivit dans ses mémoires « Les chars lance-flammes ont fait la différence entre la victoire et la catastrophe. Sans eux, nous aurions payé un prix insupportable pour chaque mètre de cette île maudite. C'étaient des armes horribles, mais la guerre est une affaire horrible. En fin de compte, ils ont sauvé plus de vies que toute autre arme que nous avons employée. » Les flammes qui ont consumé les positions japonaises sur Iwo Jima se sont éteintes depuis longtemps. Les hommes qui les ont maniées sont pour la plupart entrés dans l'histoire. Mais la révolution qu'ils ont créée, la transformation de la guerre du combat individuel à la domination technologique, continue de façonner la pensée militaire dans le monde entier. Dans 8 chars Sherman modifiés, l'Amérique avait trouvé l'arme qui briserait l'impasse de la forteresse la plus redoutable de la guerre du Pacifique, changeant à jamais la nature de la guerre dans le processus. La bataille était terminée. La guerre allait bientôt suivre. Mais l'écho de ces flammes, le bruit de l'azote comprimé se libérant, la vue du feu liquide coulant dans des forteresses souterraines, les hurlements interrompus par une chaleur dévorante, résonneraient dans l'histoire militaire pour toujours. L'ère du guerrier avait fini dans les flammes sur une île volcanique du Pacifique. L'ère de la guerre technologique avait commencé.